Le 17 avril 1955, Albert Einstein se mourait à l'hôpital de Princeton. Un anévrisme abdominal avait rompu. Les médecins proposèrent une intervention chirurgicale. Einstein refusa catégoriquement. Ses mots exacts furent « Je veux partir quand je le décide. Il est de mauvais goût de prolonger artificiellement la vie. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. » Mais ensuite, il fit une dernière requête. Du papier et des crayons. Dans ses dernières heures sur cette terre, le plus grand physicien de l'histoire demanda les outils pour continuer à travailler. Pas pour écrire des lettres à ses proches. Non, pas pour composer des derniers mots de sagesse. Il voulait travailler sur des équations. À son chevet, au moment de sa mort, se trouvaient 12 pages, couvertes de formules mathématiques densément écrites, des équations barrées et réécrites. Un esprit toujours à la recherche de quelque chose, alors même que le corps faiblissait. Ces 12 pages contenaient sa tentative finale de ce que les physiciens appellent la théorie du champ unifié, la théorie du tout, l'équation qui expliquerait comment toutes les forces de l'univers sont connectées, comment la gravité, l'électromagnétisme et le royaume quantique sont tous des expressions d'une seule réalité sous-jacente. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Einstein pensait que cette théorie unifiée ferait plus qu'expliquer la physique. Il croyait qu'elle révélerait la nature fondamentale de la conscience elle-même, d'où elle vient et où elle va. Cette vidéo va vous montrer sur quoi Albert Einstein travaillait réellement dans ses dernières heures, et pourquoi sa dernière théorie sur où vont les âmes après la mort pourrait être la chose la plus importante qu'il n'ait jamais finie. Si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez quelque chose qui a été caché à la vue de tous pendant près de 70 ans. Permettez-moi de commencer par une contradiction que la plupart des biographes d'Einstein ignorent. En 1935, Albert Einstein publia un livre intitulé « Le monde tel que je le vois ». Dans ce livre, il écrivit quelque chose qui semble régler la question de ce qu'il croyait à propos de l'au-delà. Il dit « Je ne peux concevoir un Dieu qui récompense et punit ses créatures, ou qui a une volonté du type de celle dont nous sommes conscients en nous-mêmes. Un individu qui survivrait à sa mort physique dépasse également ma compréhension. Et je ne le souhaite pas autrement. De telles notions sont pour les peurs ou l'absurde égoïsme des âmes faibles. Des âmes faibles, c'est dur. » Albert Einstein semblait dire clairement qu'il ne croyait en aucune forme d'au-delà, que l'espoir de survivre après la mort était une faiblesse, un égoïsme absurde. Affaire classée, n'est-ce pas? Albert Einstein ne croyait pas que l'âme allait quelque part, parce qu'Albert Einstein ne croyait pas du tout à l'âme. Sauf que, 20 ans plus tard, quelques semaines seulement avant sa propre mort, Albert Einstein écrivit quelque chose de très différent, quelque chose qui semble contredire complètement ce qu'il avait dit en 1935. Son ami le plus proche, Michel Bessot, mourut le 15 mars 1955. Albert Einstein et Bessot se connaissaient depuis plus de 50 ans. Ils avaient marché ensemble dans les rues de Berne lorsqu'ils étaient jeunes hommes, discutant de physique et de philosophie. Ils avaient débattu de la nature du temps, de l'espace et de la réalité. Bessot était la seule personne qu'Einstein remercia de son nom, dans son célèbre article de 1905 sur la relativité restreinte. Quand Albert Einstein publia cet article, l'article qui allait changer notre façon de comprendre l'univers, il écrivit « En conclusion, je tiens à dire qu'en travaillant sur le problème ici traité, j'ai eu l'aide loyale de mon ami M. Bessot et que je lui suis redevable de plusieurs suggestions précieuses, 50 ans d'amitié, 50 ans à marcher ensemble, à travers les mystères de l'existence. » 6 jours après la mort de Bessot, Albert Einstein écrivit une lettre à sa famille. Cette lettre est maintenant archivée sous le nom d'Einstein Archive 7245. Vous pouvez en voir une copie numérisée sur le site web de la maison de vente aux enchères Christie's. Elle a été publiée dans le New York Times en décembre 1972
et a ensuite figuré dans la biographie de Walter Isaacson, Einstein, His Life and Universe, et dans Disturbing the Universe de Freeman Dyson. Et dans cette lettre, Albert Einstein écrivit quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il s'est éloigné de ce monde étrange, un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Pour ceux d'entre nous qui croient en la physique, la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Relisez ça. La mort de Bessot ne signifie rien. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion. Ce n'est pas la déclaration d'un homme qui croit que la mort est la fin. Ce n'est pas le rejet froid des âmes faibles s'accrochant à l'espoir. C'est quelque chose d'autre, entièrement. Albert Einstein disait à la famille Bessot que leur bien-aimé Michel n'était allé nulle part, que du point de vue de la physique, du point de vue de la réalité elle-même, Bessot existait toujours, existe toujours, existera toujours. Comment réconcilier ces deux déclarations? Le rejet brutal des croyances en l'au-delà en 1935 et le réconfort profond offert en 1955. La réponse réside dans ce sur quoi Albert Einstein travaillait pendant ces dernières années, la théorie du champ unifié, et ce qu'elle lui a révélé sur la nature du temps lui-même. Vous voyez, Albert Einstein ne changeait pas d'avis sur la religion, ni ne devenait spirituel avec l'âge. Il devenait plus certain de la physique, et la physique lui disait quelque chose de remarquable sur la conscience et la mort. Dans la théorie de la relativité d'Einstein, le temps n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Nous vivons le temps comme un flux, du passé au présent au futur, des moments qui surgissent et disparaissent. Naissance, vie, mort, une rivière qui nous emporte d'un moment à l'autre. Mais la relativité montre que cette expérience n'est pas la façon dont le temps fonctionne réellement. Dans les équations, dans les mathématiques qu'Einstein a passé sa vie à développer et à affiner, le temps est juste une autre dimension, comme la longueur, la largeur et la hauteur. Tous les moments existent ensemble, dans ce que les physiciens appellent l'univers bloc, ou l'éternalisme. Hermann Minkowski, l'ancien professeur de mathématiques d'Einstein, réalisa cette implication. Peu après qu'Einstein ait publié la relativité restreinte, il déclara « Désormais, l'espace par lui-même et le temps par lui-même sont voués à s'estomper en de simples ombres, et seule une sorte d'union des deux préservera une réalité indépendante. L'espace et le temps ne sont pas séparés, ils ne forment qu'un seul tissu unifié, appelé espace-temps. Et dans ce tissu, tous les moments sont également réels. Imaginez une bobine de film. De notre point de vue à l'intérieur du film, les scènes se déroulent l'une après l'autre. Nous vivons l'histoire moment par moment. Le personnage A fait quelque chose. Puis le personnage B répond. Le temps semble s'écouler. Mais reculez et regardez la bobine réelle. Le film entier existe déjà. La scène 1 et la scène 100 sont toutes les deux là, simultanément. Aucune n'est plus réelle que l'autre. Le flux que nous vivons est simplement la façon dont nous percevons la bobine. De l'intérieur, c'est l'univers bloc. Et Einstein passa ses dernières décennies à devenir de plus en plus convaincu que c'était la vraie nature de la réalité. Dans l'univers bloc, votre naissance existe déjà, votre mort existe déjà. Chaque moment de votre vie existe maintenant, figé dans le tissu quadridimensionnel de l'espace-temps. Pas comme un souvenir, pas comme une possibilité, mais comme une existence réelle. Brian Greene, le physicien lauréat du prix Nobel, l'explique de cette façon. Imaginez l'espace-temps comme une rivière gelée. Nous expérimentons le temps comme si nous flottions en aval, moment après moment, regardant de nouveaux paysages apparaître et d'anciens paysages disparaître. Mais la rivière elle-même ne coule pas. Elle existe tout entière simultanément. L'amont et l'aval sont également réels.
Ce que nous appelons passé et ce que nous appelons futur ne sont que différents endroits dans la rivière. Maintenant, appliquez ceci à la mort de Bessot et à la mort imminente d'Albert Einstein et à votre mort éventuelle. Si tous les moments existent simultanément, alors la mort n'est pas une fin, ce n'est pas la cessation de l'existence, c'est simplement une frontière dans le bloc espace-temps. Au-delà de cette frontière, de notre perspective limitée dans le temps, nous ne pouvons pas voir, mais la frontière n'est pas l'oubli. C'est juste le bord de notre vue particulière. C'est ce qu'Albert Einstein voulait dire quand il a écrit que cela ne signifie rien, pas que la mort de Bessot n'ait pas d'importance émotionnelle. Albert Einstein se souciait clairement de son ami de toujours, mais que métaphysiquement, ontologiquement, en termes d'existence réelle, Bessot n'avait pas cessé d'être. Le passé existe toujours, le futur existe déjà, et Bessot existe éternellement dans sa propre section du bloc espace-temps. Chaque conversation qu'ils ont eue, chaque promenade dans les rues de Berne, chaque moment de la vie de Bessot, tout est encore là, tout est encore réel, tout est encore lui. C'est la théorie finale d'Albert Einstein sur l'endroit où les âmes vont après la mort. Elles ne vont nulle part, parce qu'aller quelque part nécessite un mouvement à travers le temps, et le temps est une illusion. Vous ne voyagez pas de la vie à l'au-delà, vous êtes simplement à travers tous les moments de votre existence, simultanément, éternellement. Mais attendez, cela soulève une question évidente. Si Albert Einstein croyait cela, pourquoi a-t-il rejeté si durement les croyances en l'au-delà en 1935? Pourquoi traiter les croyants d'âmes faibles? La réponse est subtile, mais importante, et elle révèle la profondeur de la pensée d'Albert Einstein sur ces questions. Albert Einstein ne rejetait pas la survie après la mort. Il rejetait un concept spécifique de survie, le concept religieux. L'idée d'une âme personnelle qui se détache du corps, flotte vers le ciel ou vers l'enfer, reçoit des récompenses ou des punitions basées sur un comportement terrestre et continue comme une conscience individuelle pour toujours dans un autre royaume. Ce concept, Albert Einstein le trouvait enfantin, pas parce que la survie était impossible, mais parce que le mécanisme était mauvais. Tout le cadre était faux. Il n'y a pas d'âme personnelle qui quitte le corps parce que, comme Albert Einstein l'a appris de son bien-aimé Spinoza, l'âme et le corps ne sont pas deux choses séparées, ils sont un seul phénomène unifié. Albert Einstein a dit un jour « Je suis fasciné par le panthéisme de Spinoza. J'admire encore plus ses contributions à la pensée moderne. Spinoza est le plus grand des philosophes modernes, parce qu'il est le premier philosophe qui traite l'âme et le corps comme pas comme deux choses séparées. Pas deux. L'âme ne quitte pas le corps à la mort parce qu'il n'y a jamais eu de séparation au départ. L'âme et le corps sont des perspectives différentes sur la même réalité sous-jacente. Il n'y a pas de royaume de l'au-delà vers lequel vous voyagez parce qu'il n'y a pas de voyage. Tout l'espace-temps existe ensemble. Il n'y a pas de mouvement d'ici à là, de la vie à l'au-delà. Il y a seulement être. Il n'y a pas de Dieu qui juge et récompense parce que l'univers lui-même est le divin. Ce que Spinoza appelait Deus sive natura, Dieu ou nature. La même chose. Albert Einstein croyait au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie légale de tout ce qui existe. Pas un Dieu qui siège en jugement, pas un Dieu qui se soucie du sort et des actions de l'humanité, mais l'harmonie elle-même, l'ordre, la beauté mathématique. Albert Einstein remplaçait l'au-delà religieux par quelque chose de bien plus étrange et de bien plus profond. Pas un espoir faible, pas une pensée pieuse. La physique. C'est sur quoi il travaillait dans ces dernières heures. La théorie du champ unifié, l'équation qui montrerait comment tout se connecte, matière et énergie, espace et temps, gravité et électromagnétisme, esprit et monde. Il ne l'a jamais terminé. Les 12 pages d'équation près de son lit de mort ne contenaient pas la réponse finale. Mais Albert Einstein croyait que la réponse existait.
que la conscience n'était pas séparée de l'univers physique, mais était en quelque sorte intégrée à sa structure fondamentale. Et si la conscience est fondamentale pour la réalité, alors la conscience ne se termine pas quand un corps particulier cesse de fonctionner. Elle continue parce qu'elle n'a jamais été limitée à ce corps en premier lieu. La physique moderne commence à rattraper l'intuition d'Albert Einstein. En 2024, des chercheurs de l'Université du Michigan ont publié des découvertes révolutionnaires sur ce qui se passe dans le cerveau au moment de la mort. Ils ont surveillé des patients qui étaient retirés du maintien en vie, enregistrant leur activité cérébrale via électroencéphalogramme. Ce qu'ils ont trouvé a choqué la communauté scientifique. Chez plusieurs patients, au moment où le cœur s'est arrêté et où l'oxygène a cessé de circuler vers le cerveau, il y a eu une soudaine poussée d'activité électrique. Pas une disparition aléatoire, pas l'atténuation d'une lampe de poche mourante. Une poussée, une explosion d'oscillations d'ondes gamma organisées précisément dans les régions du cerveau associées à l'expérience consciente. Les ondes gamma sont les ondes cérébrales les plus rapides que nous pouvons mesurer, oscillant entre 30 et 90 cycles par seconde. Elles sont associées au plus haut niveau de traitement conscient, formation de la mémoire, attention focalisée, moment de perspicacité et de clarté. Le docteur Jimo Borjigin, qui a dirigé l'étude, a noté que cette activité dépassait ce qui est normalement observé dans un cerveau conscient et éveillé. Le cerveau mourant, pendant un bref instant, est devenu plus actif, plus organisé, plus conscient que pendant la vie ordinaire. Ceci est cohérent avec d'innombrables témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. La lumière vive, la revue de vie où toute votre existence défile devant vous dans les moindres détails. Le sentiment d'une conscience élargie, le sentiment de rencontrer quelque chose au-delà du physique. La paix accablante. Des recherches antérieures avaient montré des poussées similaires chez des rats mourants, mais c'était la première preuve chez l'homme. Le cerveau, au seuil de la mort, ne s'arrête pas simplement. Il fait quelque chose d'actif, quelque chose de délibéré. Que fait-il? Pourquoi un cerveau mourant dépenserait-il une énergie précieuse dans une poussée d'activité consciente alors que l'oxygène est épuisé et que les systèmes sont en panne? Certains chercheurs suggèrent que le cerveau fait une dernière recherche désespérée de survie, fouillant dans la mémoire profonde, cherchant une raison de continuer, un dernier souffle de l'instinct de survie. Mais d'autres suggèrent quelque chose de plus radical, que la poussée représente la conscience se préparant à la transition, à s'étendre au-delà du cerveau, qui l'avait filtré et limité tout au long de la vie. Ceci se connecte à une théorie émergente en physique et en neurosciences. L'idée que la conscience n'est pas produite par le cerveau, mais est filtrée par lui, que le cerveau agit comme un récepteur, se connectant à une conscience qui existe indépendamment, comme une radio qui reçoit un signal, comme une télévision qui affiche des images qu'elle n'a pas créées. Si cela est vrai, alors la mort n'est pas la fin de la conscience, c'est la fin du filtrage, la fin de la limitation. La conscience qui était confinée à un seul corps, une seule perspective, une seule tranche d'espace-temps, est libérée dans quelque chose de plus grand. La professeure Maria Strom de l'Université d'Uppsala a proposé un modèle en 2025 où la conscience individuelle est comme une vague dans un océan. Durant la vie, la vague a une existence individuelle apparente. Elle se lève, elle a une forme, elle se déplace sur l'eau, mais elle est toujours l'océan. À la mort, la vague retourne à l'océan d'où elle est née. Pas de destruction. Transformation, pas de fin. Retour. C'est remarquablement similaire à ce que la physique d'Albert Einstein impliquait, et remarquablement similaire à ce que les traditions spirituelles ancestrales enseignent depuis des milliers d'années. Albert Einstein connaissait ces traditions, il admirait Spinoza, qui enseignait que tout est une seule substance, une seule réalité, apparaissant sous différentes formes.
Il correspondait avec des chercheurs spirituels et des philosophes. Il lisait beaucoup sur la pensée orientale. Les Upanishads, les anciennes écritures hindoues, enseignent qu'Atman et Brahman ne font qu'un. L'âme individuelle et la conscience universelle ne sont pas séparées. Tout comme une étincelle n'est pas séparée du feu, tout comme une vague n'est pas séparée de l'océan. Et dans sa théorie finale, sa théorie du champ unifié, Albert Einstein essayait de prouver mathématiquement ce que les mystiques avaient toujours su intuitivement, que la séparation est une illusion, que la conscience et la matière sont les deux faces d'une seule réalité, que la mort n'est pas la fin, mais une transformation. Il a manqué de temps. Les équations sur son lit de mort étaient incomplètes, mais la vision était claire. Si vous avez regardé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Vous cherchez quelque chose de réel, pas des histoires confortables, pas des contes de fées religieux, mais une compréhension actuelle. Albert Einstein a cherché toute sa vie, et il a trouvé que la recherche elle-même était significative, que poser la question faisait partie de la réponse. Si ce contenu vous aide dans votre recherche, si cela vous donne des cadres pour réfléchir aux questions les plus profondes, envisagez de soutenir cette chaîne via Super Thanks. Cette recherche prend du temps. Cette réflexion demande des efforts. Votre soutien rend cela possible. Vous n'êtes pas juste un spectateur. Vous êtes un compagnon de recherche. Et les chercheurs se soutiennent mutuellement. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que je crois que la théorie finale d'Albert Einstein était vraiment. Pas les équations. Elles étaient incomplètes, mais la vision derrière elles. Albert Einstein croyait que la conscience n'est pas un accident. Ce n'est pas un sous-produit aléatoire de la chimie du cerveau. Elle est tissée dans le tissu de la réalité elle-même. L'univers est compréhensible, disait-il, et ce fait le remplissait d'admiration. Pourquoi la réalité devrait-elle être structurée de manière à ce que les esprits puissent comprendre? À moins que l'esprit et la réalité ne soient pas des choses séparées, il croyait que l'univers est compréhensible parce que la conscience et l'univers ne sont pas séparés. Ils sont une seule chose, qui s'expérimente elle-même à partir d'une infinité de perspectives. Un océan avec une infinité de vagues. Un feu avec une infinité d'étincelles. Il croyait que la mort n'est pas une fin, parce que les fins nécessitent du temps, et que le temps est une dimension dans laquelle nous existons, pas une rivière dans laquelle nous coulons. Nous ne nous déplaçons pas dans le temps. Nous sommes ancrés dans le temps. Tous nos moments sont des moments réels. Il croyait que Michel Bessot existait encore, parce que tous les moments de Michel Bessot existent encore, figés dans l'espace-temps, éternels, réels, pas comme un souvenir, pas comme une photographie, en tant qu'être actuel. Et il croyait qu'il existerait bientôt de la même manière, pas disparu, pas nulle part, simplement plus limité à un maintenant particulier. Ces tout derniers mots ont été prononcés en allemand à une infirmière nommée Alberta Rosel. Elle ne comprenait pas la langue. Les mots ont été perdus à jamais. Je me demande parfois ce qu'Albert Einstein a dit dans ce dernier moment. A-t-il vu quelque chose? A-t-il compris quelque chose, enfin? La théorie du champ unifié s'est-elle finalement mise en place alors que son cerveau était traversé d'ondes gamma et que sa conscience se préparait à retourner à l'océan? Certaines personnes proches d'Albert Einstein ont rapporté qu'il était complètement en paix dans ces dernières heures, pas anxieux, pas effrayé, ne luttant pas contre l'inévitable. Il a simplement accepté que son temps sous cette forme particulière touchait à sa fin, et il a continué à travailler, à continuer à chercher, à continuer à tendre vers la compréhension. Il existe une photographie d'Albert Einstein de ces dernières années qui me touche toujours. Il se tient devant un tableau noir couvert d'équations, une craie à la main, les yeux fixés sur quelque chose que nous ne pouvons pas voir. L'expression sur son visage n'est pas de la frustration ou du désespoir, c'est de l'émerveillement, un pur émerveillement devant le mystère qu'il a passé sa vie à explorer. Cet émerveillement ne l'a jamais quitté.
Même lorsque son corps affaiblit, même lorsque la mort approchait, l'émerveillement est resté, la recherche a continué. Nous ne connaîtrons jamais les mots spécifiques qu'il a prononcés à cette infirmière. Mais nous savons ce qu'Albert Einstein croyait et nous savons ce que sa physique impliquait. Albert Einstein est mort à 1h15 du matin, le 18 avril 1955. Ses derniers mots en allemand n'ont jamais été traduits. Les 12 pages d'équations ont été étudiées plus tard, mais jamais achevées par d'autres. La théorie du champ unifié reste inachevée. Mais sa lettre à la famille Bessot survit. Et dans cette lettre se trouve la théorie finale d'Albert Einstein, énoncée clairement. La distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Vous mourrez un jour, moi aussi, tout comme tous ceux que nous aimons. Mais selon la physique d'Albert Einstein, selon l'univers bloc, selon les mathématiques de la relativité, la mort n'est pas ce qu'elle semble être. Vous ne cessez pas d'exister. Vous atteignez simplement la limite de votre tranche particulière d'espace-temps. Au-delà de cette limite, de l'intérieur du temps, nous ne pouvons pas voir. Mais la limite n'est pas rien. Ce n'est pas l'oubli. C'est juste la limite de cette perspective particulière. Et si les recherches de 2024 sur les cerveaux mourants sont correctes, si la conscience augmente au moment de la mort, si le filtre tombe, alors ce qui se trouve au-delà de cette limite pourrait être exactement ce que les mystiques ont toujours décrit et ce que la physique d'Albert Einstein impliquait, une expansion, un retour, un souvenir. Pas la récompense et la punition d'une imagination religieuse fragile, mais quelque chose de plus étrange et de plus beau, la reconnaissance que vous n'avez jamais été séparés, jamais limités, jamais mortels de la manière dont vous le craigniez. Vous êtes l'univers qui s'expérimente lui-même à travers la forme temporaire d'une vie humaine. Et lorsque cette forme atteint sa limite, l'expérience ne s'arrête pas, elle se transforme. Albert Einstein le savait. Il y a travaillé jusqu'à son dernier souffle et il est mort paisiblement, refusant la chirurgie, demandant seulement du papier et des crayons, tendant toujours vers l'équation qui prouverait ce qu'il sentait déjà. Pensez-y, un homme face à sa propre mort, et sa réponse est de demander du papier et des crayons, pas de prier, pas de marchander avec Dieu, pas de chercher désespérément plus de temps, mais de continuer le travail, de continuer à chercher la vérité. Cela vous dit tout sur ce qu'Albert Einstein croyait. Il n'avait pas peur de la mort, Albert Einstein, parce qu'il en comprenait quelque chose que la plupart des gens ignorent. Il avait vu derrière le rideau de notre perception quotidienne. Il avait entrevu la structure intemporelle de la réalité. Et il savait que ce que nous appelons la mort n'est qu'un changement de perspective. La chenille ne cesse pas d'exister lorsqu'elle devient un papillon. Elle se transforme. L'onde ne cesse pas d'exister lorsqu'elle retourne à l'océan. Elle rejoint sa source. Albert Einstein ne s'attendait pas à cesser d'exister. Il s'attendait à se transformer, à s'expanser, à enfin voir clairement ce vers quoi il avait passé sa vie à loucher à travers la lentille des mathématiques. Voici ma question pour vous. Albert Einstein a passé toute sa vie à rechercher la théorie du champ unifié, celle qui expliquerait tout. Il est mort avant de la terminer. Mais, sur la base de ce que vous avez appris aujourd'hui, en vous basant sur l'univers bloc, sur la lettre à Michel Bessot et sur la recherche sur les ondes gamma, que pensez-vous qu'Albert Einstein ait découvert dans ces derniers instants? Commentez éternel. Si vous croyez que la physique d'Albert Einstein prouve que la conscience survit à la mort, commentez inconnu. Si vous croyez que la question reste ouverte et que nous ne pouvons pas savoir, commentez rien. Si vous croyez que la mort est simplement la fin, malgré les lettres d'Albert Einstein. Et dites-moi honnêtement, votre vision de la mort a-t-elle changé après avoir appris ce qu'Albert Einstein croyait réellement? Pas la version populaire, pas cette citation ambiguë sur les âmes, sortie de son contexte, mais l'image complète, la physique, les implications.
Je lis chaque commentaire. Je répondrai pendant les 2 prochaines heures. Quoi que vous croyiez, souvenez-vous de ceci. Albert Einstein a fait face à sa propre mort avec une paix absolue. Il a refusé la chirurgie. Il a demandé des équations. Il n'avait pas peur. Peut-être savait-il quelque chose. Peut-être que ces 12 pages contenaient le début d'une réponse que nous n'avons pas encore comprise. Ou peut-être, alors que son cerveau était traversé d'ondes gamma dans ces derniers instants, alors que sa conscience se préparait à ce qui allait suivre, Albert Einstein a enfin vu ce vers quoi il avait travaillé toute sa vie. Le champ unifié. La théorie du tout. La réponse à la question de savoir où nous allons. Écrite dans une langue que nous commençons à peine à apprendre à lire. Mais obstinément, persistant, éternellement là, attendant que nous comprenions.